Bonjour et bienvenue au Food e-Show. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Armand Saraga. Armand, ça va? Oui, bonjour, enchanté, enchanté. Armand Saraga est le directeur général de Delhi Conseil. Il est basé en Israël. Il accompagne les sociétés pour l'internalisation, notamment sur tout ce qui est FDA, CE et aussi cochère. Mais aujourd'hui, nous le recevons pour nous parler du marché cochère. Armand, à vous la parole. Qu'est-ce que c'est que le cochère? Oui, bonjour, enchanté et très, très heureux de participer à cette plateforme. Voilà, le casher, déjà, je vais vous donner une définition de ce qu'est un produit casher. En fait, un produit casher répond à plusieurs caractéristiques qui viennent, bien sûr, de, tout le monde le sait, de ce qui a été écrit dans les livres saints. En fait, tout ce qui est viande répond il y a des animaux qui sont permis, d'autres qui ne sont pas permis. Vous savez tous que le cochon n'est pas permis, mais la vache, le mouton, entre autres, est permis. Donc, il y a des séparations, il y a certaines viandes qu'on n'a pas le droit de manger. Maintenant aussi, au niveau de tout ce qui est poisson, il y a des poissons qui sont permis, d'autres qui ne sont pas permis. Il y a aussi tout ce qui est produits laitiers avec certaines caractéristiques. On en parlera plus tard. Et bien sûr, après, il y a des processus de fabrication qui vont faire que certains mélanges ou certaines matières premières ne peuvent pas être mélangées avec, par exemple, de la viande ou du lait. Donc, en fait, c'est qu'il y a des choses qui sont permises, des choses qui ne sont pas permises, et pour faire un produit qui est souvent complexe et additionné de beaucoup de matières premières, aucune des matières premières ne doit venir d'une matière première interdite, qu'elle soit de petite quantité ou de grosse quantité. Pour vous donner un exemple, il y a un mélange qui est totalement interdit dans ce qu'on appelle le kasher, c'est que le mélange de viande et de lait est interdit. Donc, s'il devait y avoir, comme dans beaucoup de produits industriels, des mélanges avec un tout petit peu de lait ou de poudre laitière, eh ben, ces produits ne peuvent pas être cachers. Donc voilà, le casher, c'est répondre à des caractéristiques ancestrales. Et à partir de là, on sait qu'il y a des produits qui vont pouvoir être cachers et des produits qui ne sont pas du tout cachers. Et les mélanger, et même dans les mélanges, on fera attention. Voilà. Donc ça, c'est pour la définition, c'est à peu près pour vous donner une idée de ce qu'est pourquoi le kasher existe. Bien sûr qu'il y a une liaison avec la communauté juive dans le monde, c'est a priori la communauté juive qui est liée à ces produits cachers. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de aujourd'hui, on va parler peut-être de la taille du marché du kasher. Avant ça, je voulais juste rappeler qu'un cheeseburger n'est pas cachère. Donc, parce que Bien sûr, c'est… c'est le mélange de lait et de viande. C'est le mélange de lait et de Exact. viande. Donc, Et j'invite nos participants à poser des questions directement à Armand sur le panel à droite. Armand se fera un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à rentrer en contact avec lui durant ou après le salon. Donc, Armand, vous avez dit que c'est principalement la communauté juive qui consomme les produits cachers, mais le volume du marché est important. Pourquoi? oui. Alors, ce qu'on peut voir sur le marché, en fait, le lien qu'il y a entre le kasher et la communauté juive, c'est ça le lien à la base. Mais en fait, le marché du kasher, et c'est ça qu'il a de particulier, c'est qu'il n'y a pas, on s'est aperçu avec les années, qu'il n'y a vraiment pas que la communauté juive qui consomme du kasher. Et on s'est aperçu qu'il y avait en fait quatre gros groupes dans le monde entier qui consomment et qui sont intéressés par consommer du kasher. Le premier groupe, bien sûr, c'est la communauté juive. La communauté juive, c'est environ 15 millions de personnes dans le monde. Mais il y a aussi, on s'est aperçu, beaucoup de coreligionnaires et de personnes de la communauté musulmane qui consommaient, on parle de presque 25% de la consommation de produits cachers qui est faite par la communauté musulmane, parce qu'il faut rappeler qu'en fait, beaucoup des principes du kasher sont validés par tout ce qui est labellisation halal. Par exemple, le fait dans le kasher de faire un abattage rituel
sur des animaux qui sont validés aussi dans le halal fait que la communauté musulmane accepte et valide les produits cachers. Et donc, c'est ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de vraie logique entre le kasher et la communauté juive seulement. Et donc, la deuxième partie, donc, c'est les musulmans. Il y a aussi une troisième partie, c'est beaucoup de gens qui ont des problèmes de lactose. Aujourd'hui, il y a des allergies de lactose. Et vous avez compris que comme dans les produits cachers, on ne peut pas mélanger certaines matières animales avec du lait, il y a beaucoup de produits cachers qui sont faits à base du sans lait. On appelle ça du parvé, ni de viande, ni de lait, on appelle ça du parvé. Et donc, beaucoup des communautés, des gens qui ont des problèmes de lactose et beaucoup aussi de végétariens, ces communautés ne veulent pas manger ni de viande ni de poisson, eh ben, se consomment des produits qui sont appelés produits parvés kasher, parce que le label kasher et le label kasher parvé leur garantit qu'il n'y a pas du tout tous ces problèmes de lactose, tous ces problèmes de viande et tous ces problèmes de poisson. Et bien sûr, il y a eu une étude qui a été faite en 2015 qui a conclu que la population en général associait le label kasher à un label de qualité et à un label même plus fort que de qualité de santé. Et donc, on s'aperçoit que beaucoup de gens qui veulent manger de meilleure qualité. Et en fait, ils ont un peu raison parce que, en fait, dans les industries, nous, on s'aperçoit que quand on doit faire une production avec des multiprocess et des matières premières qui viennent d'un peu partout dans le monde, nous sommes obligés de vérifier chaque matière première. On n'a pas le droit, par exemple, de prendre des substituts de lait qu'on n'a pas vérifié ou des choses comme ça. Et donc, ça garantit la qualité de nos matières premières. Nous, on a besoin de connaître tout le processus de production des matières premières. Et il y a souvent, dans les matières premières, il y a des additifs et des choses que qui sont pas validées par le kasher. Et donc, c'est vrai que beaucoup de personnes ont associé le label de qualité au label kasher. Maintenant, on s'en aperçoit, nous, beaucoup dans les périodes de crise sanitaire. On se souvient de la période de la vache folle, où beaucoup des productions cachères en viande étaient utilisées par des communautés qui n'avaient rien à voir avec la communauté juive. D'ailleurs, on a été souvent débordé par les productions parce qu'il nous manquait des quantités. Il a fallu mettre en place des process de fabrication plus rapides et des process d'abattage aussi pour les viandes plus rapides parce que les personnes dans le monde entier se disaient que avec le problème sanitaire, eh ben, on va manger kasher parce qu'au moins on est sûr qu'il n'y a pas de produits, des produits supplémentaires qui sont ajoutés. Et d'ailleurs, on s'aperçoit dans les chiffres que, par exemple, aux États-Unis, on parle que tous les ans, il y a environ 20 000 à 30 000 nouveaux produits alimentaires. Et parmi ces 20 à 30 000 nouveaux produits, 40% des produits sont marqués kasher, alors que seulement 2% de la communauté américaine juive, il n'y a que 2% de juifs aux États-Unis. Donc, vous voyez bien l'écart qu'il y a entre la demande d'un produit kasher, qui est faite par les industriels et par la population, et le rapport qu'il y a entre 40% de produits kasher validés chaque année pour seulement 2% de la communauté juive. Ça veut bien dire qu'en fait, le marché est beaucoup plus large que la simple cible de la communauté juive. Et en plus, pour revenir sur ce qui est de la qualité que le label kasher amène, c'est beaucoup aussi les grosses industries agroalimentaires profitent de ce label pour véhiculer une image de qualité sur leurs produits aussi. Et c'est pour ça que on s'aperçoit que des grosses marques comme Coca n'auraient peut-être pas forcément besoin d'un label kasher, mais ils insistent et ils le veulent à tout prix parce que ça fait partie de leur cahier des charges de répondre à toutes ces communautés, mais aussi et surtout à la qualité du produit. Voilà. Donc pour ce qui est et bien sûr le marché le plus important, c'est le marché américain, mais aussi le marché israélien et européen dans le kasher.
le marché israélien est très important. On parle de plus de 20 milliards de dollars par an pour les produits alimentaires. Et donc, voilà, c'est une image globale qu'on peut donner du marché cachère aujourd'hui, en 2021, dans le monde. Voilà. Bah, merci beaucoup Armand pour ces précisions. Effectivement, on voit qu'il y a de plus en plus de consommation de produits qui ont des labels. On va dire c'est un label non seulement de- d'appartenance à des rituels religieux, mais c'est un label de qualité qui garantit la qualité des produits. Et là, on a un marché beaucoup plus grand que le marché religieux. Comme vous avez dit, il y a aussi la Et communauté musulmane. j'insiste sur la qualité parce que vraiment, pour faire une production, on va en parler tout à l'heure, on doit faire une analyse de chaque matière première, mais pas seulement les matières premières, on doit faire une analyse des process et des chaînes de fabrication. Et on doit faire un petit détail, on en parlera tout à l'heure aussi. Dans le process, on doit valider, le process de fabrication est validé aussi par un nettoyage spécial. Ça veut dire que tout ça remplit un cahier des charges qui fait que l'image de qualité d'un produit n'est pas vaine. Ça vient pas par hasard, c'est que vraiment les gens savent que pour rendre une unité de production, une chaîne de production cachère, il faut non seulement faire une validation des matières premières qui vont être utilisées, des mélanges de matières premières qui vont être utilisés, mais aussi d'un nettoyage parfait qui doit être fait des chaînes de production. Et ça, bon, les industriels le connaissent, mais c'est moins connu des particuliers, mais c'est connu de manière insidieuse parce qu'en fait, dans les études, on s'aperçoit que les particuliers associent le label cachère au label de qualité. Justement, ma prochaine question est par rapport aux industriels qui n'ont pas encore la certification cochère. Comment ça marche, une certification cochère, et Alors, quelles sont les grandes lignes du cahier de charge? je vais vous dire, déjà, un label cachère, bon, il existe énormément de labels cachères. Énormément de labels cachères, c'est-à-dire que chaque pays, aux États-Unis, par exemple, on parle de plus de 200 labels cachères. En Israël, il y a environ 300 labels cachères. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que chaque label cachère a une spécification, a un attachement géographique et a une spécification en termes d'exigences religieuses. Ça part de là, ça part de l'exigence religieuse. Il va y avoir des labels qui sont plus ou moins exigeants que d'autres. Et donc, ils vont beaucoup plus ouvrir le marché que d'autres qui vont taper sur des niches, mais des niches qui souvent, par la petite niche, on range sur les grands marchés. Donc, ça, c'est une analyse qui doit être faite en amont pour voir par rapport à ce que l'industriel veut atteindre comme cible géographique et comme cible de population, eh ben, il y a une étude qui doit être faite pour savoir quel est le label cachère qui est le plus apte à répondre à toutes ces réponses marketing, à ces questions marketing. Et tous les labels ne se valent pas en termes de qualité, mais en termes de réponse géographique. Pour vous donner un exemple, par exemple, en Israël, il faut à tout prix avoir un label israélien reconnu au niveau national pour pouvoir rentrer sur le marché israélien. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué, mais ça veut dire que c'est un des points du cahier des charges. Si vous venez avec un label seulement, on va dire français ou américain, eh ben, ça ne suffira pas. Il faudra de toutes les manières passer par un label israélien. Donc, c'est pour cela que souvent, sur des produits, vous allez trouver plusieurs labels cachers. Donc ça, c'est pour l'analyse du label par rapport à la cible marketing. Maintenant, comment ça marche exactement? Ça veut dire on va partir de zéro et on va dire un industriel a une usine, il veut fabriquer des biscuits ou des plats cuisinés ou des choses comme ça. La première des choses qui est faite, c'est l'analyse. On va lui demander son cahier des charges et la liste de tous les ingrédients, mais vraiment tous les ingrédients jusqu'au plus petit, ça veut dire jusqu'au sel, jusqu'au sucre, savoir exactement, sans avoir besoin de savoir la quantité, ça veut dire on n'a aucun intérêt à avoir les recettes, mais on a besoin de savoir tous les ingrédients avec tous les fournisseurs d'ingrédients.
Parce que pour chaque ingrédient, par exemple, une matière grasse peut venir d'un fournisseur qui n'est pas cachère, alors que la même matière grasse avec les mêmes caractéristiques, on peut la trouver par d'autres fournisseurs totalement cachers, qui sont à la base totalement cachers. Donc, après l'analyse des ingrédients, on fait l'analyse des process de fabrication. Le process de fabrication, ça veut dire qu'on va regarder comment les lignes de fabrication, par exemple, souvent les problèmes qu'on peut avoir, c'est quand on a une ligne de fabrication qui fait de la viande, à côté d'une ligne de fabrication qui peut-être utilise des produits lactés ou d'autres choses. Notre souci, c'est de bien analyser les chaînes de fabrication pour voir les mélanges et pour après trouver des solutions pour pouvoir fabriquer ces produits cachers. Et il y a un autre point, c'est de vérifier la possibilité de nettoyage des chaînes de fabrication. Je vais vous raconter une petite histoire. Nous, on faisait des fabrications dans le sud de la France, à côté de Nice, de produits, des plats cuisinés chinois. Et en fait, on s'apercevait que l'usine attendait, on faisait des fabrications toutes les 2 semaines. L'usine attendait qu'on vienne faire des productions cachères parce qu'ils savaient qu'on allait leur faire leur nettoyage mensuel. Parce qu'on était obligés, nous, de faire un nettoyage totalement de A à Z à l'eau bouillante. C'est des nettoyages très spéciaux où il faut faire même des temps d'attente et tout ça. Donc, à partir du moment où nous, on arrivait, ils savaient que leur usine allait être très propre. Et ça rejoint le label de qualité dont on parlait tout à l'heure. Mais donc, le processus, c'est choisir le label le label cachère qui va être utile aux réponses marketing de l'industriel. Ensuite, vérifier en interne les productions, comment elles se passent, tant au niveau des matières premières qu'au niveau des process de fabrication, qu'au niveau des chaînes de fabrication. Et ensuite, eh ben, on fait une étude et on essaie de déterminer la possibilité de oui ou non, est-ce que cette usine est faisable ou pas faisable? Ça veut dire est-ce qu'on peut fabriquer du cachère dedans ou est-ce qu'on ne peut pas fabriquer du cachère? Parce qu'il y a plein de paramètres et il faut répondre à tous ces paramètres. Mais une fois que c'est lancé, il y a 2 sortes de fabrication cachère. C'est où, par exemple, sur beaucoup d'usines de biscuiterie dans l'industriel, on trouve beaucoup d'ingrédients qu'on peut remplacer et donc on peut amener à faire des productions qui sont cachères toute l'année. Donc, toute l'année, on va seulement contraindre l'usine à utiliser certaines matières premières qui viennent de certains fournisseurs. On va valider tout ça et ensuite, ces productions seront cachères et seront même notées dans des listes ou sur Internet pour que les gens sachent dans le monde entier que telle production, c'est des productions de biscuiterie cachère, par exemple. Par contre, il y a aussi souvent des productions qui doivent être faites avec des personnes qui viennent vérifier chaque chose et qui sont présentes lors des productions parce que pendant la production, il y a des changements de matières premières. Et donc, les personnes, des surveillants qui sont nommés par le label cachère vont devoir venir et vérifier que chaque ingrédient, et pendant toute la production jusqu'à l'emballage des produits, ils doivent être présents pour faire des fabrications, ce qu'on appelle des fabrications spécifiques qui vont durer un temps déterminé et qui vont pas être dans le continuel sur l'année entière sans changement de matière première. Voilà. Est-ce que j'ai des amis qui font du poisson et donc sur le poisson, sachant que c'est un produit qui est pêché où il y a peu d'ingrédients qui vont se rajouter pour avoir le label cachère, il y a une personne qui est à l'usine en permanence. Expliquez-nous comment ça marche. En permanence, je parle en Alors, je vais vous permanence. dire. Non, je vais vous dire une chose. Sur le poisson, déjà, il faut vérifier. Il y a des poissons qui ne sont pas cachers. Par exemple, tout ce qui est crustacé, pour vous donner les grandes lignes, on parle de tous les poissons qui ont des nageoires et des écailles sont cachers. Il y a des exceptions, mais il y a des poissons qui ne sont pas cachers. Donc, pour une usine de poissons, les premières choses qu'on va vérifier, c'est que déjà quels poissons ils utilisent. Ensuite, est-ce qu'ils cuisinent le poisson et comment ils le cuisinent? Est-ce qu'avant, ils ont cuisiné de la viande dans les ustensiles? Est-ce que, par exemple, le poisson va être additionné à du lait? Certains labels de cachère n'acceptent pas le mélange lait et poisson. Donc, toutes ces analyses vont être faites.
Par contre, si, par exemple, le poisson, c'est toujours le même poisson qui arrive et il n'y a pas d'ingrédients qui sont bloquants, alors oui, il y a certains labels cachers qui pourront donner leur label et leur certification sur une simple vérification et sur si jamais en interne dans l'usine, il n'y a pas de produits qui sont des fois mélangés et qui vont contraindre l'usine à faire des nettoyages spéciaux pour cachériser. On appelle ça le nettoyage spécial, c'est une cachérisation de l'usine. Mais dans le poisson, les 90% du problème, c'est est-ce que le poisson est cachère ou pas. S'il est cachère, s'il est dans la liste de poissons utilisés cachère, il y a moins de problèmes déjà. De toute façon, s'il n'est pas cachère, tout devient pas cachère. Mais pour vous donner une idée, Exact. même en Asie, ils utilisent beaucoup de sauces de poisson qui sont faites, les sauces des nems sont faites à base de poissons. Souvent, c'est des poissons qui sont broyés. Et ces poissons ne sont pas cachères. Donc toute la sauce ne sera pas cachère, même si on en met un tout petit peu. Donc, on utilise d'autres sauces. C'est tout. Parfait. Est-ce que ce label, l'exigence qui est faite sur la totalité de la chaîne de valeur, en plus de l'origine des produits, fait en sorte que la production devient un peu plus chère et que les produits, on va dire, ils sont un peu plus premium sur le marché? Est-ce que vous avez Alors, vu ça écoutez, avec vos... bien sûr, bien sûr. De toute façon, vous verrez qu'un poulet cachère n'est pas au même prix qu'un poulet qui n'a pas toutes ces contraintes. Ce qui est normal. De toute façon, dès qu'on touche à la productivité, c'est-à-dire au nombre réalisé en une heure, eh ben forcément, on touche au prix de revient et donc on touche au prix dans les supermarchés. Donc, clairement, il y a deux familles de prix en fait. C'est si on arrive à avoir des produits qui sont cachers parce que tous les ingrédients peuvent être remplacés facilement et que de ce dont on a parlé tout à l'heure, par exemple une biscuiterie qui va avoir tous ces ingrédients qui sont cachers et donc elle peut continuer à tourner, ben, elle ne va pas sentir de problème parce il y a même des labels qui vont donner leur OK pour le label cachère sans avoir besoin de contraintes à amener des équipes sur place ou des choses comme ça, parce qu'en fait, c'est une usine qui est souvent des monoproduits ou très peu de produits, et tous les produits ont des ingrédients cachers. Donc, on peut facilement rendre cachère, à part les petits surcoûts du label, mais à part ça, là, il n'y aura pas beaucoup de changements de prix. Par contre, dès qu'on fait des produits spécifiques, et les produits spécifiques, c'est souvent dans des usines où on utilise de la viande parce que on ne passe pas de la viande pas cachère à la viande cachère simplement. Il faut des nettoyages très spéciaux et donc des équipes qui viennent. Et ben forcément là, il y aura une productivité et un travail en amont et un travail qui va faire que ça va aller moins vite au démarrage et on va utiliser l'usine sur quelques jours. Donc, on va faire des plus petites quantités et tout ça, ça entraîne des surcoûts que tous les industriels comprennent. Et après, c'est aux distributeurs de savoir faire ces calculs pour voir si c'est rentable ou pas. Mais pour vous donner une idée, aux États-Unis, il y a une marque très, très connue de poulet, parce que même l'abattage rituel de poulet, c'est quelque chose qui va beaucoup moins vite qu'un abattage automatisé. Et d'ailleurs, dans le halal, c'est la même chose. Ben forcément, nous, par exemple, dans les labels cachers très sérieux, on a une rentabilité à la minute du nombre d'abattages de poulet qui est sûrement 3 à 4 fois moins importante qu'une automatisation. Donc, bien sûr qu'il y a une différence de prix. Maintenant, ces différences de prix, elles sont compensées par l'image que ça transmet. Voilà. Donc là, on ne peut pas cacher qu'il va y avoir un surcoût, mais depuis maintenant une vingtaine d'années, comme beaucoup de matières premières sont cachères, et on peut trouver des matières premières cachères, eh ben, on a moins de problèmes pour arriver à faire que les productions soient de plus en plus égales aux productions continues habituelles. Ça veut dire qu'on essaye, nous, au maximum, quand on rentre dans une usine, de voir ce qu'on peut faire sans trop changer les habitudes de l'usine. S'il y a trop de changements,
ça pourra être cachère, mais on le mentionnera pour dire que les changements, c'est ce qui entraîne la perte de productivité. Et parce qu'il faut savoir que dès qu'on prend une usine, le démarrage d'une usine, c'est une perte de temps, et les sorties d'usine, c'est des pertes de temps. Au milieu, on est très rentable, mais c'est au début et à la fin qu'on perd. Et les pertes de temps au début, c'est les nettoyages qui peuvent prendre du temps. Et parfois, ce nettoyage profond, c'est ce qui fait que l'usine ne peut pas, par exemple, fermer pendant 2 heures pour un nettoyage spécial. Donc, on ne peut pas faire de production là-bas. Mais dès qu'ils s'aperçoivent qu'ils peuvent rentrer sur certains marchés, parce que ce qu'il faut dire, ce qui est très important, c'est que par exemple aux États-Unis, en Israël, quelqu'un qui n'a pas de label cachère ne répond pas aux critères demandés par beaucoup de chaînes de distribution. La réflexion aux États-Unis et en Europe, c'est que s'il n'y a pas de label cachère, on perd une part de la clientèle, et donc on préfère avoir un produit qui a un label cachère qu'un produit qui n'en a pas. Donc des fois, pour des petites différences de prix, eh ben, ils seront prêts à aller vers le produit cachère. Et voilà. Donc on revient toujours sur les mêmes critères, mais ce qu'il faut dire surtout en conclusion, c'est que faire d'une usine qui n'était pas cachère, sortir des produits cachers, c'est quelque chose qui est totalement faisable, puisqu'aujourd'hui, toutes les plus grosses industries dans le monde, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, tout le monde le fait. Et on peut rapidement, le réseau de certification cachère mondiale permet très rapidement de faire des études et de valider ou non la fabrication. Mais si c'est validé, tout va très vite. Et tout est professionnel aujourd'hui. Moi, je veux juste partager une anecdote avec vous. Je me suis aperçue quelques années que même l'artichaut en quartier ne peut pas être cachère parce qu'on ne peut pas garantir ce qu'il y a entre les feuilles. Et ça, c'est Alors le niveau écoutez, de détail sur lequel le label cachère se focalise. C'est que le fond de l'artichaut, oui, il peut être cachère parce qu'on peut le voir, mais les feuilles, comme on n'arrive pas à les contrôler, donc c'est difficile de les… c'est un point dont on n'a pas parlé parce que bon, c'est des tout petits détails mais par exemple, tout ce qui est légumes, fruits et légumes. Eh ben, le légume, par exemple, une laitue, elle est cachère à la base, mais pour la rendre apte à la consommation, eh ben, on doit vérifier qu'il n'y a pas des petites bêtes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des produits spéciaux qui nettoient de manière spéciale pour enlever toutes ces petites bêtes. Et même à la base, il y a des productions et il y a des productions agricoles directement qui sont faites pour éliminer toutes ces petites bêtes dès la production. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est fruits et légumes, on va retrouver ça dans les artichauts, mais beaucoup dans les choux-fleurs, dans les brocolis, dans toutes ces choses-là, dans les épinards. Eh ben, on doit faire des vérifications très spéciales pour enlever toutes ces petites bêtes. On ne peut pas utiliser une laitue ou des épinards comme ça, seulement en les passant sous l'eau. Il faut logiquement des bains spéciaux et tout ça. Voilà. Merci beaucoup Armand. Je rappelle que Armand vous pouvez le contacter directement sur le Food Show. Il se fera un plaisir de vous répondre et surtout n'hésitez pas à lui envoyer des commentaires sur le panel à droite. Merci Armand. Si vous avez un mot de fin, allez-y. Écoutez, merci en tout cas, ça m'a fait très plaisir de participer à cette plateforme. Et puis, je serais très heureux d'aider des gens à leur faire comprendre qu'on peut devenir cachère sans que ce soit très compliqué et ça ouvre des marchés. Voilà. Et je rappelle aussi que Armand accompagne aussi les sociétés pour s'exporter en Europe avec le label CE, marquage CE et FDA pour les États-Unis. Merci beaucoup Armand et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.